15h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi dans Non-Stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour cette journée largement consacrée aux élections législatives. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Le second tour des législatives à vivre sur notre antenne. La participation à midi était de 18,99%. C'est un peu plus qu'au premier tour. Prochain chiffre à 17h. Point complet sur le terrain et en plateau avec nos invités. L'édition spéciale débute à 18h. Candidates ou non, les personnalités politiques ont voté ce matin et à la mi-journée. Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Nos équipes d'envoyés spéciaux les ont suivis sur le terrain. Les suites de la canicule historique qui a touché notre pays hier, 52 départements restent en vigilance orange, dont 33 pour risque d'orage. La canicule, elle, s'est déplacée vers l'est. Point complet dans un instant avec Sandra Larue. 600 hectares dans le Var, 420 dans l'Aveyron. Les derniers feux de forêt sont l'une des conséquences de cette vague caniculaire. Des incendies également pour moitié liés à l'imprudence humaine. « 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes pour ce second tour des législatives. Il reste 572 députés à élire. Mélanie Vecchio, vous êtes à Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Le premier chiffre de cette journée, c'était celui de la participation à midi. Il est en légère hausse par rapport à dimanche dernier, Mélanie. Oui, 18,99%. Vous le disiez, en légère hausse par rapport à la semaine dernière, puisqu'à midi, il y a 7 jours, ce même taux de participation était de 18,43%. Une participation également en hausse par rapport à 2017. Rappelez-vous, il y a 5 ans, on enregistrait à midi pour ce second tour des élections législatives un taux historiquement bas qui était de 17,75%. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus d'un point de plus qu'il y a 5 ans. C'est en revanche un chiffre inférieur aux précédentes élections 2002, 2007 et 2012. Mélanie, quels sont les départements où l'on a le plus et le moins voté à midi ? Alors comme d'habitude, Fanny, on enregistre des disparités locales, notamment avec les départements où les Français ont voté le plus. C'est dans le Lot, avec 29% qui se sont le plus mobilisés à midi, en Corrèze, en Dordogne, dans les Hautes-Alpes ou encore dans les Landes avec 26,3%. À l'inverse, là où les Français ont le moins voté, et c'est traditionnel, c'est dans la région d'Île-de-France, en région parisienne, notamment avec la Seine-Saint-Denis, dont la participation est inférieure à 10%. Elle est très exactement de 8,8%. Le Val d'Oise, Paris, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine avec 12%. Mais les Français qui sont appelés à voter, ils ont jusqu'à 18h pour la plupart des villes et 20h dans les grandes villes pour justement se rendre aux urnes. Merci beaucoup Mélanie Vecchio au ministère de l'Intérieur pour BFM TV. Nos invités en plateau, Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Merci d'être avec nous. Thomas Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. Et Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste. Un mot, bonjour, merci d'être avec nous tous les trois. Tout d'abord, on va commencer donc sur cette participation. Le premier chiffre à midi en légère hausse par rapport au premier tour, à dimanche dernier. Christophe, est-ce qu'on peut parler de surprise, sachant qu'en général, au second tour, on vote moins qu'au premier tour ? C'est une surprise qui a un sens. Comme ça avait pu être le cas dans des élections comparables, on avait un petit sursaut, on peut penser à 1967, on peut penser à 2007, ça a un sens. Mais quel sens ? C'est peut-être tout simplement conjoncturel, il fait très chaud dans beaucoup d'endroits en France, on va voter à la fraîche le matin, notamment pour les personnes les plus âgées. Mais ça peut avoir un sens aussi de mobilisation politique. Ceux qui se sont abstenus au premier tour, qui ont des remords, qui vont y aller. Mais en faveur de qui ? En faveur de ceux qu'il faut sauver ou en faveur de ceux qu'il faut porter au pouvoir ? Ça aussi, c'est très difficile à interpréter. Le chiffre de 17 heures va nous permettre de faire la part des choses. Si c'est purement conjoncturel, dû à des aléas de météo et à des changements d'emploi du temps des électeurs, ça sera lissé à 17 heures. Si c'est politique, si c'est une surmobilisation, ça va s'accroître. Et on verra ce petit sursaut d'un demi-point, et surtout de 1 point par rapport à 2017, peut-être devenir 2 ou 3 à 17 heures. Là, on sera dans la construction d'un suspense formidable pour 20 heures. Il faudra donc regarder BFM TV encore plus que d'habitude. Quel beau teasing, ça fait déjà rêver. Il y a deux autres raisons, je peux me permettre. La première, c'est que déjà, il y a eu une campagne d'entre-deux tours, alors qu'il n'y avait pas eu de campagne d'avant premier tour. Et donc, les Français se sont peut-être intéressés tardivement, même les politiques eux-mêmes, à cette campagne. Et par conséquent, ils se sont dit, tiens, c'est pas si intéressant que ça, je vais les voter dimanche. Deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup moins de candidats. Il y a eu
une écrasante majorité de duels. Donc quand vous avez 11 bulletins au premier tour, c'était la moyenne dimanche dernier, que maintenant vous en avez 2, eh bien c'est plus simple. Il y a plus de clarté, c'est plus simple, c'est plus basique. Et par conséquent, les Français se sont dit, tiens, il n'y a plus que 2, je sais pour lequel je veux voter ou contre lequel je veux faire barrage. Et par conséquent, je me rends aux urnes. Charlène, un léger frémissement du vote aujourd'hui, mais tout de même, ce taux, il reste faible à midi. Est-ce que c'est dû à la structure même du scrutin ou est-ce que c'est dû au calendrier électoral aussi? Un peu les deux, de toute façon. C'est vrai que c'est une élection qui n'a jamais trouvé, en fait, son public. Il n'y a pas eu de dramatisation autour de nos législatives depuis le début de la Ve République. C'est l'élection qui fédère le moins les Français, alors pourtant qu'elle est très riche d'enjeux. Sur la question aussi de savoir le calendrier, c'est la première fois qu'on a eu autant de temps pour réfléchir. Et c'est la vérité, on le dit aussi depuis l'inversion du calendrier, c'est-à-dire depuis le fait qu'on a un quinquennat et qu'on a les élections législatives qui suivent de quelques 30 à 40 jours, eh bien on a un espèce d'effet d'entraînement qui a toujours conduit à ce que des majorités absolues soient accordées au président. Aujourd'hui, cet effet d'entraînement, il s'est un peu essoufflé avec ce nouveau calendrier. Et il faut dire une chose aussi, c'est que ce qui a été la force d'Emmanuel Macron, du président réélu pour les présidentielles, n'est pas forcément sa force pour les législatives, parce que précisément, c'est le premier après le général de Gaulle dans des conditions particulières, président réélu à la suite d'une non-cohabitation. Et donc, il y a une absence de souffle aussi que l'on constate dans cette législative. C'est-à-dire que les majorités sont connues, les candidats sont connus, et donc il y a moins d'effet d'engouement. Donc il y a tout ça aussi. On est dans une réélection, dans un calendrier plus long, dans une élection qui ne fédère pas. Et voilà, peut-être que ce petit sursaut est en tout cas la démonstration que ce deuxième tour a réussi à un petit peu plus dramatiser les choses, c'est-à-dire qu'on a compris l'enjeu. Et il faut le dire, l'enjeu sera capital ce soir, parce que c'est celui de la gouvernance des 5 prochaines années. Avec une majorité absolue, on ne gouverne pas du tout de la même manière qu'avec une majorité relative, et encore moins en période de cohabitation. Donc, je pense que les Français peuvent prendre ce soir à la lettre le sens de cette élection législative et peut-être aussi lui donner du sens pour la diversité un petit peu de la représentation. Donc on reparlementarise un petit peu notre Ve République en choisissant des forces aussi opposées ce soir. On va aller sur le terrain tout de suite pour rejoindre Maëva Lamy. Bonjour Maëva, vous êtes à Paris dans le 15e arrondissement pour BFM TV. Comment ça se passe dans le bureau de vote où vous vous trouvez au niveau de la participation ? Eh bien écoutez, au niveau de la participation, c'est vrai que c'est assez calme. Il y a des électeurs qui arrivent, mais vous pouvez le voir derrière moi, ce n'est pas vraiment la foule des grands jours. Il n'y a pas de file d'attente ni de queue particulière pour venir voter. Alors ici, il y a 3 bureaux de vote, celui qui est juste à côté de moi et puis les 2 autres qui sont derrière moi, que vous pouvez voir sur ces images de Théo De Santi. Et par exemple, sur celui qui est juste à côté de moi, il y a eu environ 420 électeurs qui se sont déplacés pour le moment sur 1416 inscrits. Donc on est à environ 29% d'électeurs qui sont venus. Nous avons pu interroger certains de ces électeurs. Ils étaient assez étonnés de cette faible participation, mais pour eux, c'était très important d'aller voter. Je vous propose de les écouter. On a la chance de pouvoir voter en France, donc il faut aller jusqu'au bout. Et il y a des pays qui aimeraient bien pouvoir le faire, ne l'ont pas. Donc nous, en plus, on devoir de citoyens d'aller voter, c'est s'exprimer. Parce que c'est un acte citoyen et qu'il faut participer à la vie politique de son pays. Ouais, à chaque élection, je compte aller voter parce que c'est important. Une participation qui est assez faible finalement dans ces bureaux de vote, et c'est à l'image de l'arrondissement, le 15e arrondissement, puisque la participation à 11h était de 11,47%, c'est moins qu'en 2017. À la même heure, la participation était de 12,86% en 2017. Alors certes, il reste encore un petit peu de temps pour remplir cette salle et pour venir voter, puisque ces bureaux de vote ne ferment qu'à 20h. Merci Maëva Lamy, en direct donc, du 15e arrondissement avec Théo De Santi. On voit un taux de participation encore assez faible à l'heure actuelle dans ce bureau du 15e arrondissement. On voit à Paris, à midi, le taux était de 10,81% seulement de participation. Vous le savez, BFM TV suit le vote de tous les candidats de différentes sensibilités politiques aujourd'hui. Emmanuel Macron, lui, a voté à la mi-journée. C'était au Touquet, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et comme à son habitude, eh bien, le président sera ce soir à l'Élysée pour analyser les résultats de ce second tour des élections législatives. Il était ici donc en train de voter dans sa ville de résidence secondaire au Touquet Paris-Plage. Et Elisabeth Borne vient de rentrer à Matignon. Elle est attendue à 19h à l'Élysée pour faire le point avec le président sur les premiers résultats. Nous avons donc suivi sur BFM TV les votes de personnalités politiques de tous les horizons. Retour sur les votes notamment de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen
ou encore Elisabeth Borne. On voit ça avec Milan Argelas, Marine Kijek et Laura Cadot. C'est un Jean-Luc Mélenchon souriant qui a glissé son bulletin dans l'urne à Marseille peu après 11h. Allez, votez. 1, 2, 3. À voter, citoyen. Le chef de file des Insoumis vote ici, dans cette 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, où il avait lui-même gagné il y a 5 ans. Le député sortant a choisi de ne pas se représenter et de laisser la place à Manuel Bompard, ici à ses côtés. Le candidat de la NUPES affronte au second tour Nadjat Akodad, soutenu par la majorité présidentielle. Même décontraction affichée pour Marine Le Pen, arrivée sous les applaudissements à l'entrée de son bureau de vote de Hénin-Beaumont. La finaliste de l'élection présidentielle est candidate à sa réélection dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle a d'ailleurs échoué de peu à se faire élire dès le premier tour. Face à elle, l'écologiste Marine Tondelier, soutenue par la NUPES. La première ministre Elisabeth Borne, qui a voté à Vire peu après-midi, est elle aussi arrivée en tête au premier tour. Dans la 6e circonscription du Calvados, elle affronte le candidat France Insoumise soutenu par la NUPES, Noé Gauchard. Les personnalités politiques, comme l'ensemble des Français, ont jusqu'à 18h pour se rendre aux urnes. La limite est repoussée à 20h dans certaines grandes villes. Barbier, on voit dans ce reportage des personnalités qu'on a déjà vues pour le scrutin présidentiel, évidemment, et qui sont aussi des figures parfois du mandat local, du mandat national, mais pour des élus locaux. C'est un peu ça aussi peut-être qui peut ajouter de la confusion pour les électeurs et qui ferait qu'ils ne se rendent pas aussi facilement que ça aux urnes pour les législatives. Oui, ça devient une élection compliquée à comprendre dans sa stratégie, puisque vous avez une présidentielle et des législatives qui sont censées la compléter. La compléter, ça peut vouloir dire la ratifier ou la corriger, voire l'inverser. Mais tout cela crée de la confusion. Pourquoi voter deux fois, alors que les électeurs sont convoqués pour un même ensemble? Par ailleurs, on voit les deux leaders idéologiques de cette élection, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, n'être pas candidats eux-mêmes. Pourtant, partout, on dit là, il y a un duel Macron-Mélenchon. Non, il y a un duel Macron-Mélenchon représenté dans 272 circonscriptions par leurs candidats locaux. Et à l'autre bout du spectre, vous avez des candidats dont on dit oui, lui, il a une prime à l'implantation locale. Cette circonscription est plutôt de gauche et plutôt de droite, mais lui, il est de l'autre étiquette, mais comme il est bien implanté, comme c'est un élu local respecté, il va avoir une prime à la personnalité. Donc ça rend le travail des sondeurs très difficile, le travail des commentateurs politiques pas simple non plus, et le travail des électeurs parfois un peu confus. Donc vous avez des gens qui en une année auront pu voter au régional de 2021, à la présidentielle de 2022 et aux législatives de 2022 pour 3 couleurs politiques différentes. Et pour 3 bonnes raisons. Mon président de région travaille bien, je veux un tel ou une telle comme président de la République, mais mon député, je veux qu'il soit pour ou contre le pouvoir en place. Ça rend l'exercice de la démocratie représentative assez complexe. Et comme vous avez toute une partie de la population qui aspire à une démocratie directe, notamment les jeunes, ça crée des tensions dans notre pays, dont il faudra bien sortir par une réforme des comportements électoraux ou des institutions. Un premier résultat officiel que l'on peut vous donner, c'est celui de la Guadeloupe. La secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, qui a été battue par son opposant d'hiver gauche, 41,35% des voix contre 58,65% pour Christian Baptiste. Thomas, on rappelle la règle fixée par l'exécutif. En cas de défaite d'un membre du gouvernement, il devra démissionner. Ouais, c'est une règle qui est appliquée depuis 2016. C'est pas une règle juridique. Il fait ce qu'il veut Emmanuel Macron, mais on peut dire que ce soir, quoi qu'il se passe, et quel que soit le résultat, Justine Bénin va devoir quitter le gouvernement. D'abord, s'il y a une cohabitation, évidemment qu'elle quittera le gouvernement. Et si Emmanuel Macron a une majorité, qu'elle soit relative ou absolue, eh bien, selon la règle dont vous parliez, Benjamin, à l'instant, eh bien, elle devra quitter le gouvernement. Elle vient des rangs du MoDem, Justine Bénin, avec ce score-là que l'on voit. Il y a aussi en tout, 15 ministres dont elle, qui sont candidats ce soir à ces élections législatives, dont la première d'entre elles, on l'a vu à l'instant à l'écran, Elisabeth Borne. Et donc la règle, ce sera la même pour les 15. En cas de défaite ce soir, ils devront quitter le gouvernement. Et donc cela signifierait qu'il y aura un remaniement, si la majorité pour Emmanuel Macron, ou un nouveau gouvernement s'il y a cohabitation. Merci pour ces précisions, Thomas Soulier. Merci Christophe Barbier. Merci Anne-Charlène Bézina. Évidemment, on reparle tout cet après-midi et dans quelques minutes de ce second tour des législatives. Le second tour des législatives, édition spéciale également, qui va débuter à 18h sur BFM TV, présentée par Apolline de Malherbe et Maxime Souitek et Jean-Baptiste Boursier à partir de 22h. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la météo avec les suites de cette vague historique de canicule hier où de nombreux records de température ont été battus. Antoine Forestier, vous êtes à la plage d'Ardus
Cadus, à côté de Montauban, dans les Tarn-et-Garonne, pour BFM TV. Antoine, il fait un peu moins chaud et on en profite pour se rafraîchir. Oui, un peu moins chaud, tout est relatif, hein. Encore 37 degrés ici cet après-midi. On n'est plus concerné par cette vigilance rouge canicule, mais il faut encore trouver un peu de fraîcheur. Il y a 2 écoles, soit vous vous baignez ici dans l'Aveyron, et vous voyez qu'il y a encore pas mal de monde, et puis il y a juste derrière tous les gens qui profitent de l'ombre avec ce petit restaurant, ceux qui pique-niquent ici, et c'est plutôt agréable. On en parle ici avec Bruno et Marisa et leurs 3 enfants qui sont venus prendre un petit peu de fraîcheur parce qu'il fait encore quand même assez chaud ici cet après-midi. Il fait encore très chaud là, mais ça fait du bien, la baignade, la petite glace, ça fait du bien. Comment vous avez vécu déjà les 2 dernières journées ici dans le département? C'était très compliqué, oui. Et puis les enfants, ils n'ont pas eu école du tout parce qu'il faisait tellement chaud que c'était pas possible. C'était enfermé dans la maison et puis rester au frais au maximum. Et alors là, cet après-midi, c'est quoi le programme pour vous et vos enfants? Voilà, c'était journée baignade, pique-nique au bord de l'eau, baignade jusqu'à ce soir et jusqu'à la reprise de l'école demain. C'est le spot idéal dans le coin? Oui, c'est la première fois qu'on est venu. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a déjà fait, il est génial. Merci beaucoup. On vous laisse profiter au soleil. Les températures qui vont continuer de grimper, encore 2 degrés a priori d'ici 17-18 heures. Et puis peut-être l'arrivée des orages. Une vigilance orange va être déclenchée dans le département a priori à partir de 18 heures. Merci Antoine Forestier en direct du Tarn-et-Garonne avec Philippine David pour BFM TV. On fait le point avec vous, Sandra Larue, journaliste météo BFM TV. La vigilance rouge a été levée, mais 52 départements tout de même restent en vigilance orange aux orages ou alors à la canicule. À canicule. Voilà. Voilà, on a toujours canicule qui se déplace vers l'est. Exactement, qui s'installe en fait dans l'est parce qu'il faisait déjà chaud quand même hier dans l'est. Alors c'est vrai que les très fortes chaleurs étaient vraiment concentrées sur l'ouest. Avec cette vigilance rouge qui a été en effet levée, restent ces 52 départements. Donc en effet, sur toutes les régions de l'Est que vous voyez, là, ce sont des températures encore très élevées, attendues au moins la nuit prochaine, toute la journée de demain également. On va voir dans le détail les températures. Et puis on a ce paramètre aussi, orage. Donc on va voir que la chute a été quand même importante, même s'il fait encore très chaud localement. Mais on était déjà tellement à des niveaux très élevés que même si on perd 10 degrés, il fait encore très chaud, anormalement chaud même. Donc voilà, la chute des températures à l'ouest et la chaleur qui se maintient très forte sur les régions de l'Est. Encore 35 à 38 degrés localement. Ce sera le cas du côté de Lyon, Strasbourg, 39 degrés. Et puis, vous le voyez encore sur le sud-ouest, 33 à 36 degrés pour cette journée de dimanche. Et ensuite, en effet, c'est les orages. Le deuxième paramètre sur cette vigilance, ce sont les orages qui vont s'étendre donc de la Nouvelle-Aquitaine, remonter sur le Massif central, se diriger un petit peu vers la Bourgogne, l'Île-de-France aussi, et ainsi que sur les Ardennes, la Champagne-Ardenne. Donc là, on attend, évidemment, on a beaucoup de potentiel d'énergie sur le pays pour que ces orages qui vont éclater donc, dans le courant de la soirée, dans le courant de la nuit, jusqu'à demain matin, soient forts, accompagnés donc de fortes chutes de grêle, d'une forte activité électrique, également de fortes rafales de vent et de bons cumuls de précipitations aussi. Vous restez avec nous, Sandra. Hier, un phénomène de vent violent et très soudain a balayé pendant une demi-heure les côtes du Calvados en début de soirée. Mathias Arez, vous êtes à Villers-sur-Mer, dans le Calvados, donc, où un kitesurfer a perdu la vie hier. Absolument, vous l'avez dit, c'est la violence et la soudaineté de ces vents qui reviennent lorsqu'on échange ici avec des habitants de Villers-sur-Mer qui viennent se promener sur cette plage, des habitants de Villers-sur-Mer, mais également des villes voisines, puisque c'est bien toute la côte fleurie de Ouistreham jusqu'à Honfleur qui a été frappée hier par ce phénomène météorologique. Regardez cette plage. Eh bien, hier, elle était frappée par la canicule, par les... Cette plage, il faut imaginer. Un petit problème de liaison avec Villers-sur-Mer, où c'est difficile de joindre Mathias Arez. Sandra Larue, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé sur place sur cette côte normande hier soir et qui a donc entraîné notamment la mort de ce kitesurfer? D'un point de vue météo, il y a encore beaucoup d'interrogations. Météo France est en train de rechercher ce qui s'est passé. En tout cas, le constat, c'est ça, c'est qu'il y a eu un brutal basculement des vents. En fait, on a eu ce contraste thermique aussi, parce qu'on avait de l'air frais sur les îles britanniques, on avait de l'air très chaud présent sur le pays. Donc, on a ce contraste de ces deux masses d'air qui ont pu causer ce basculement des vents très fort. Et on le voit, Météo France me parlait de ces rouleaux de nuages qu'on voit
qu'on voit dans le ciel, donc qui pourrait être une des explications. Mais c'est vrai qu'on parle de rafales de l'ordre de 60, 80, voire là, ça semble même être un petit peu plus fort, 100 km par heure. Donc c'était très brutal. Dans l'espace d'une demi-heure, on a eu ce phénomène qui s'est étendu de Villers-sur-Mer jusqu'au Havre. Ce coup de vent. Donc on en saura peut-être un petit peu plus aussi dans le courant de l'après-midi par Météo France. J'aurai peut-être des informations, mais il me parlait de ces nuages et de ce mouvement rotatif, donc qui fait penser aussi à ce qui se passe dans les phénomènes de tornades liés aux tornades. Ce phénomène donc aussi fort que soudain, à la suite d'une journée, il faut le dire, vraiment historique, avec ses records de température. On va y revenir tout de suite avec Milan Argelas pour BFM TV. C'est une chaleur historique qu'a connue la ville de Rochefort hier. Rester dehors hier, c'était absolument pas possible. Non, c'était dangereux même, c'est très difficile. Malgré la clim, il faisait très chaud. 40,6 degrés, c'est un record absolu qui a été atteint. Mais le vent a rapidement chassé la chaleur. Dès le début de soirée, la température est retombée. Aujourd'hui, le thermomètre affiche 15 degrés de moins qu'hier. La ville est sortie de la vigilance orange. Aujourd'hui, on revit quoi en fait. On est retombé sur des températures normales avec un peu d'air, comme ça se passe normalement vers chez nous quoi en fait. Oh non, c'est mieux aujourd'hui. On va bosser dehors, donc 22 degrés, c'est beaucoup mieux que 42. Quoi. Les températures se rafraîchissent sur l'ouest du pays, pendant que la canicule se déplace vers l'est, où le thermomètre devrait dépasser les 35 degrés jusqu'à mercredi. Météo France alerte aussi sur une dégradation orageuse attendue ce dimanche de la Nouvelle-Aquitaine à l'Île-de-France. Une fois ces perturbations passées, les prévisions devraient revenir à la normale. La chaleur pourrait revenir temporairement par le sud et l'est en milieu de semaine prochaine, mais ça serait vraiment temporaire. A priori, l'air frais va quand même gagner du terrain et va s'imposer a priori le week-end prochain, ou peut-être qu'on va se plaindre de la fraîcheur d'ailleurs. La forte vague de chaleur pourrait donc prendre fin sur l'ensemble du pays dès jeudi. Et sur le front des incendies, à présent, le feu dans le camp militaire de Caen-Juers, dans le Var, a détruit 600 hectares de végétation à l'heure actuelle. Un tir d'artillerie en est à l'origine. Un feu de forêt s'est également déclaré sur la commune de Comprignac, c'est dans le sud de l'Aveyron. 420 hectares ont été ravagés là-bas. Le feu est désormais fixé. Une habitation a été touchée, un hangar, mais sinon pas de victimes. Écoutez les précisions du directeur du SDIS de l'Aveyron. En termes de surface et d'emprise, on est à plus de 420 hectares. Disons que sur la première journée, donc, on avait à peu près 120 pompiers, première journée, deuxième journée, et on a été renforcé donc, cette nuit par 2 colonnes, une du Bouches-du-Rhône et une de l'Hérault. Et donc on est monté à 240 sapeurs-pompiers cette nuit. Voilà. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous allons reparler bien sûr du second tour des élections législatives. À midi, le taux de participation était de 18,99%, en légère hausse par rapport au premier tour. Prochain chiffre à 17h, on en parle dans un instant. À tout de suite. Un médecin a parfois besoin de consulter certains de vos documents de santé. Mais ce n'est pas toujours facile de tous les avoir avec soi. Voilà pourquoi, dans Mon Espace Santé, vous pouvez ranger toutes les informations médicales dont votre médecin aura besoin. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé. C'est le moment de répondre à la seule vraie question, où partir en vacances cet été. La vie est une suite de choix. Un choix peut entraîner un changement. Nous voulons tous que ce changement soit positif pour notre futur. Chez SSC France, c'est ce que nous faisons au quotidien en conseillant et accompagnant nos clients dans leurs ambitions technologiques, que ce soit pour leur matériel informatique, leurs logiciels et leurs infrastructures. SSC France, une synergie de talents. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute.
une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Vous souffrez de troubles de la lecture? Découvrez la technologie primée Orcam Read. Il suffit de pointer et d'appuyer sur le bouton. Orcam Read convertit ensuite le texte en audio. La base de ces tourelles sombres se confond. Bénéficiez d'une offre spéciale dès maintenant sur le site orcam.com ou par téléphone au 0800 903 921. Avec plus de 600 000 annonces et 70 critères de recherche personnalisés, vous allez trouver facilement votre logement coup de cœur et peut-être plus. Commencez votre recherche sur Se Loger. Se Loger, vous avez les clés. Avant de remplacer un appareil endommagé, sommes-nous sûrs qu'il n'est pas réparable? Choisir son assurance habitation à la Maïf, c'est choisir de lutter contre le gaspillage. Maïf, assureur militant. Un nouveau logement? Une nouvelle voiture? Un nouveau projet? Avec plusieurs contrats souscrits chez AXA, jusqu'à 5 mois de cotisation remboursée sur votre contrat le plus cher. Rendez-vous en agence ou sur axa.fr. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. De loin, de près. Et puis, il y a le dernier au revoir. Qui contacter quand un décès survient? Appelez le 3012. Une équipe Urgence DC PFG vous prend en charge jour et nuit. Urgence DC 3012. Un service PFG. Ce matin, Louise pense à la rénovation énergétique de son immeuble. Elle se dit qu'ils ont tous à y gagner. Djibril, son voisin du 2e étage, aurait moins froid aux pieds. Hugues ferait des économies d'énergie. Et Maryse, qui pense à ses petits-enfants, aurait un patrimoine mieux valorisé et plus respectueux de l'environnement. En discutant entre copropriétaires, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent bénéficier d'aides, être accompagnés pour la rénovation globale de leur immeuble et qu'ils seront gagnants à tous les étages. Devis, facture, compta. Chez nous, EBP est partout. Et pour nous dirigeants, c'est aussi un outil de pilotage très performant. Je consulte le chiffre d'affaires. Je pilote la trésorerie. Je suis nos obligations fiscales. Tout ça, où que nous soyons. EBP, ce qui compte, c'est vous. Je dors. Les matelas Trianon en exclusivité à la Compagnie du Lit. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. On y va pour la visite? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Vos prévisions pour ces prochaines heures avec encore cet air très chaud qui reste sur le pays. Nous conservons 52 départements en vigilance orange. Vigilance canicule sur les régions de l'Est, sur les départements de l'Est. Et puis ces orages qui vont s'installer dans le courant des prochaines heures de la nuit, notamment des orages parfois forts. Donc du sud-ouest en montant sur le massif central, une partie de la Bourgogne, l'Île-de-France et les Ardennes. Soyez extrêmement prudents. Donc des températures qui ont bien baissé dans l'ouest. Mais cette chaleur étouffante qui se maintient dans l'Est, voilà la baisse des températures observées en l'espace de 24 heures avec pour ce dimanche donc ces températures toujours très élevées dans l'Est. Attention aux orages violents donc qui vont s'étendre dans le courant
de la soirée, de la nuit de dimanche à lundi. Soyez extrêmement prudents. On va conserver beaucoup d'humidité au réveil. Sur un très large quart sud-est, beaucoup de soleil et d'où ces températures qui vont rester très élevées. Dans l'après-midi, les nuages vont rester assez présents sur les régions centrales. Encore quelques orages ici ou là, notamment sur la chaîne pyrénéenne. Et puis, de part et d'autre de cette zone, on va retrouver sur l'extrême nord et sur les régions les plus au sud davantage de soleil, mais toujours donc des températures qui vont rester très élevées. Au lever du jour, regardez les valeurs comprises entre 12 et 23 degrés encore à Marseille. Encore des nuits qui vont être difficiles dans l'Est, 21 à Strasbourg. Et dans l'après-midi, ça commence à baisser, mais ça reste toujours très élevé, 35 à Lyon par exemple. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. On y va pour la visite ? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. 15h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une, ce chiffre, 18,99%, c'est le chiffre de la participation à midi pour ce second tour des législatives. Un demi-point supérieur au premier tour dimanche dernier. Une participation qui reste faible toutefois. Décryptage et incidence dans ce journal avec nos invités, nos éditorialistes en plateau. BFM TV vous fait vivre la France qui vote. Également les votes de personnalités de toutes les tendances. Vous le voyez, Emmanuel Macron a voté au Touquet comme à son habitude. Il suivra les résultats depuis l'Elysée ce soir. Nous suivrons également l'évolution de la météo avec ces températures records relevées hier dans une grande partie de l'Hexagone. La vague de chaleur se déplace aujourd'hui vers l'Est et laisse place aux orages. 52 départements sont actuellement placés sous vigilance météo. Et puis, il y a eu également ces vents violents d'une terrible intensité et qui n'ont duré qu'une demi-heure. La Normandie a été touchée par une violente tempête hier soir, très soudaine. Une tempête qui a fait un mort à Villers-sur-Mer, un homme qui était en train de faire du kitesurf. Un second tour des législatives, donc pour plus de 48 millions de Français inscrits sur les listes électorales aujourd'hui. Le taux de participation n'était à midi que de 18,99%, plutôt stable par rapport au premier tour à la même heure, un demi-point de plus à peu près. Et si on compare au second tour de 2017 et de 2012 à midi, la participation d'aujourd'hui à midi est 1,24 supérieure à il y a 5 ans, mais 2,42 inférieure à celle de 2012. Prochain chiffre de la participation, ce sera à 17h. Thomas Soulier, 18,99% à midi. Qu'est-ce que ça peut donner à 20h, sachant qu'en général, on a tendance à confirmer un peu la tendance de midi et à ne pas forcément voter plus l'après-midi. Oui, une corrélation entre le chiffre de midi, de 17h et de 20h. En général, ça correspond un petit peu et il y a une forme de logique à cela. En revanche, c'est vrai que c'est un fait majeur. Pourquoi ? Parce que premièrement, le score à midi aujourd'hui est un peu plus élevé de participation que dimanche dernier. En général, ça se passe plutôt dans le sens inverse. Il y a moins de mobilisation au second tour qu'au premier. Ça, c'était quand même un fait intéressant à ajouter. Bon, on s'y attendait pas forcément. C'est quand même 0,56 en plus. C'est un regain de mobilisation, mais c'est pas un sursaut démocratique non plus. Et on voit que cette élection aujourd'hui, ou plutôt ces élections, parce qu'il y en a 577, eh bien, ça démontre que oui, cette lassitude des Français vis-à-vis de ces élections-là, le fait, et Christophe le disait, qu'on a voté 3 fois en seulement un an, une forme de fatigue des Français et plus largement une fatigue démocratique. Il y a un désintérêt qui touche désormais tous les scrutins, même l'élection présidentielle, on l'a vu, où il y a eu un record d'abstention, alors qu'en général, c'est une élection qui passionne les gens. Lors des dernières municipales, certes, il y avait le Covid, mais c'est vrai qu'il y a aussi un désintérêt. Donc on voit qu'aujourd'hui, il n'y a aucune élection qui est épargnée par cette percée de l'abstention. Ensuite, raison aussi de ces élections-là, c'est qu'on a inversé le calendrier parlementaire électoral depuis 2002. Avant, les législatives se passaient avant la présidentielle. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, l'Assemblée est devenue parfois une chambre d'enregistrement et les Français se disent à quoi servent vraiment les députés si tout est décidé du côté de l'exécutif, du côté du président de la République. Et puis, je vois une troisième raison, c'est que cette fois-ci, il y a eu un long délai entre la présidentielle et les législatives. Et par conséquent, il y a cette campagne qui n'a jamais eu lieu, finalement, des législatives, où les Français, après avoir voté à la présidentielle, se sont dit, c'est bon, maintenant, les dés sont jetés, j'ai fait mon devoir, c'est fait maintenant, à quoi bon aller voter pour ces législatives ? Donc, en effet, léger regain, mais à ne pas analyser comme une révolution démocratique aujourd'hui. Une participation de 18,99% en France à midi et 10 points de moins quasiment en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est le département
où l'on a le moins voté à midi pour ce second tour des législatives. Nargis Hadji, on vous retrouve dans un bureau de vote de ce département. Vous êtes à Drancy et vous êtes auprès des Français qui ont tout de même décidé, eux, d'aller voter. Quelle est l'affluence et que vous disent ces électeurs ? On va vous montrer directement. Vous le voyez, pour le moment, c'est assez calme. Les isoloirs sont même vides. Là, il y a une dame qui va entrer dans l'isoloir et qui donc s'apprête à voter dans quelques secondes. Mais malgré tout, eh bien, les électeurs se sont déplacés plus que la semaine dernière dans ce bureau de vote, numéro 4 à Drancy. Ils étaient 282 à 15h à être venus voter. Regardez, on voit l'urne commence à se remplir un petit peu. Ils étaient plus que la semaine dernière. La semaine dernière, à la même heure, ils étaient 262. Et justement, on a discuté avec ces électeurs pour qui il était important de voter. C'est le cas d'Yacine. Écoutez-le au micro de Marion Huguet. C'est pour lui, pas pour moi. Moi, c'est bon, c'est fait. Hein. Ma vie, elle est faite. Mais pour son avenir à lui, pour mes enfants, pour notre ville, pour notre département, pour tout ça, c'est important de voter, ouais. 8,88%, c'est donc le taux de participation à midi en Seine-Saint-Denis. C'est 10 points de moins qu'à l'échelle nationale. Mais dans ce bureau de vote à Drancy, eh bien, on peut voter jusqu'à 20h comme dans les autres grandes villes de France. Donc les électeurs peuvent encore se mobiliser. Merci beaucoup Nargis Hadji, donc en Seine-Saint-Denis à Drancy pour BFM TV avec Marion Huguet. Anne-Charlène Bézina, c'est un scrutin vraiment très important qui va notamment déterminer le quinquennat d'Emmanuel Macron. En effet, c'est un scrutin très important. Les législatives en général sont un scrutin très important. Et je rejoins ce qui a été dit, il y a une désaffection de la vie politique et aujourd'hui à constater. Mais il y a peut-être aussi d'autres raisons. C'est notamment le fait qu'on fasse de moins en moins de campagnes programmatique, ce qu'on n'a pas forcément su expliquer aux Français sur cette législative-là, ça a été un petit peu plus vrai au deuxième tour, c'est que en réalité c'est une élection déterminante pour savoir quelle politique sera appliquée pendant les 5 prochaines années. Parce que élire un président qui finalement n'a pas les moyens de faire passer les lois qui animent son programme, c'est comme finalement élire tout simplement un représentant, mais sans son programme. Donc ce qui se détermine ce soir, c'est la politique qui sera choisie pour les 5 prochaines années, parce que si on a une cohabitation, eh bien c'est bien en effet le programme de l'alternance de l'opposition qui sera appliqué. Si on a une majorité relative, eh bien c'est bien le programme de la majorité qui sera appliqué, mais avec beaucoup plus de tractation et donc finalement avec des orientations qui pourront changer texte par texte. À la rigueur, si on a une majorité absolue, c'est vraiment le programme du président qui sera appliqué. Donc ces législatives, elles doivent aussi nous dire des choses par rapport au programme et puis aussi peut-être par rapport au rôle de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est la partie le poumon en fait de notre démocratie. C'est là que la représentativité est censée exister. Alors on nous parle beaucoup de proportionnel au sein de cette Assemblée nationale pour qu'elle soit plus représentative, mais les Français ont prouvé notamment sur ce premier tour qu'on pouvait tout à fait composer l'Assemblée nationale avec différentes forces sans forcément avoir un scrutin à la proportionnelle. Et on a eu ce coup de force d'une coalition de la gauche qui nous a montré que, eh bien, parce qu'on a eu plus de temps aussi, on a pu avoir cette coalition et donc on a pu avoir une recoloration politique tout à fait différente de ce qui avait été prévu pour la présidentielle. Donc c'est intéressant de voir aussi comment l'électorat français peut se remobiliser sur ce deuxième tour pour montrer aussi si il entend, oui ou non, donner une suite à ce qui a été décidé à la présidentielle, ou si les choses ont déjà changé dans la manière de vivre la politique en France, parce qu'on a parlé de ces 3 blocs français, et ils se manifestent encore dans cette Assemblée nationale, donc on va voir lesquels pourront gouverner et comment, avec quels moyens. Alors ensuite, toute la journée, évidemment, le vote des Français pour ce second tour des législatives. On suit également le vote des personnalités politiques. Et dans les Bouches-du-Rhône, où le taux de participation à midi était 2 fois plus élevé qu'en Ile-de-France, 21,98% selon le ministère de l'Intérieur, eh bien, c'est là que Jean-Luc Mélenchon a voté en fin de matinée aujourd'hui à Marseille. Un vote en tant que simple citoyen, puisqu'on le rappelle, le leader de la NUPES n'est pas candidat à la députation. Quant à Emmanuel Macron, c'est au Touquet, dans le Pas-de-Calais, que le président a voté comme son habitude à la mi-journée, après un habituel long bain de foule. Mathieu Coach, vous êtes sur place pour BFM TV, le chef de l'État qui est encore sur place avant de rentrer vers Paris, vers l'Élysée, pour suivre les résultats ce soir. Oui, qui se trouve dans sa villa, celle qu'il possède avec Brigitte Macron, pour un temps en famille, puisque c'est la tradition pour le président de la République lorsqu'il vient voter au Touquet. Il vote toujours à peu près à la mi-journée, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle des 4 saisons qui abrite tous les bureaux de vote du Touquet. Il a effectivement fait un bain de foule, 2 bains de foule même, un avant de voter, un après voter. Alors le temps n'était pas de la partie, mais il y avait quand même une centaine, 150 personnes à peu près qui l'attendaient. En revanche, vous
Vous parliez de l'abstention tout à l'heure et c'est un indicateur intéressant. Ce bureau de vote qui mobilise généralement les électeurs du Touquet était assez vide ce matin. Alors c'est vrai qu'il pleuvait, mais on a vraiment compté les électeurs au compte-gouttes entrés dans cette salle des 4 saisons ce matin. Alors après ce vote, Emmanuel Macron a regagné donc cette villa qui se trouve au centre du Touquet pour un moment privé, un moment en famille. Et effectivement, d'ici une trentaine de minutes, peut-être 1 heure, le cortège présidentiel reprendra la route de Paris puisque c'est depuis le palais de l'Élysée qu'Emmanuel Macron suivra cette soirée à très gros enjeux pour lui qui déterminera les 5 ans à venir pour le président de la République. Merci Mathieu Coache avec Ouliana Malikiev en direct du Touquet pour BFM TV. Merci également à Thomas Soulier, merci à Christophe Barbier et à Anne-Charlène Bézina de nous avoir accompagnés pour continuer évidemment tout au long de l'après-midi de suivre ce vote, ce second tour des législatives. On en vient à présent à la situation météo et à ces phénomènes inhabituels pour un mois de juin. En marge de la canicule d'hier avec des températures records battues dans de nombreuses villes un peu partout en France, il y a eu cette tempête inattendue et violente sur la côte normande. En conséquence, la préfecture, vous le voyez, maritime de l'Atlantique déconseille formellement aux plaisanciers et aux pratiquants de loisirs nautiques de sortir en mer encore au moins pour les prochaines 24 heures. Et pour cause, ce coup de vent, bref, une vingtaine de minutes, mais très intense sur les plages du Calvados qui a provoqué la mort d'un kitesurfer projeté hors de l'eau à Villers-sur-Mer et blessé 5 personnes. Pierre-Henri Holderbaum, Guillaume Barqui, Julien Apalou avec Adrien Spiteri. Tempête. C'est la panique sur cette plage de Deauville. Des centaines de personnes courent pour se mettre à l'abri. Il est 20h30 quand un coup de vent puissant d'une vingtaine de minutes balaye tout, comme ici sur cette terrasse de Trouville. À Villers-sur-Mer, un kitesurfer a même perdu la vie en étant projeté sur la vitrine de ce restaurant. Ces 3 touristes ont assisté au drame. Les joueurs qui font du kite voient un kite, la planche et une aile partir. On a espéré qu'il ait largué. Et je ne sais pas si le système s'est grippé, je ne sais pas si... on ne sait pas ce qui s'est passé. Après la tempête, les dégâts dans cette station balnéaire sont importants. Les cabines! Oh mais le tsunami! Les habitants et le maire de la ville sont en deuil. Hier, c'était le temps de l'action. Aujourd'hui, c'est plutôt le temps du désespoir. C'est-à-dire que la ville elle est profondément meurtrie. Donc, je tiens un bureau de vote aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'on ne parle pas du tout des législatives, mais on ne parle que de ce qui s'est passé hier soir. Un phénomène météorologique rare qui a surpris les habitants. Le temps a changé, on pensait qu'il allait flotter parce que c'est ce qu'il était prévu, mais en fait c'est un vent chaud qui a tout soulevé et on a pris du sable dans la figure. Moi je suis au 6e étage et on a vu ça arriver avec des morceaux d'algues qui étaient transportés jusqu'à l'intérieur des terres. Ces rafales de vent, liées à l'arrivée subite de l'air frais, ont touché toute la côte fleurie au nord-ouest du pays, de Cabourg à Honfleur. Les températures hier ont battu des records absolus dans des dizaines de villes de l'Hexagone. À Rochefort, en Charente-Maritime, il a par exemple fait 40,6 degrés, un demi-degré de plus que lors de la terrible canicule de 2003. Thomas Herman vous retrouve sur place. Aujourd'hui, il fait bien plus frais et des orages sont attendus. Oui, effectivement, il fait bien plus frais. Alors nous sommes à Poitiers où il y a eu un record en mensuel hier de 39 degrés. On a battu le précédent record de juin 2019. Il était alors de 38,3 degrés. Aujourd'hui, il fait encore un petit peu chaud puisque nous avons perdu seulement 7 degrés entre hier et aujourd'hui. On attend jusqu'à 32 degrés à Poitiers. La minimale est aujourd'hui de 18 degrés. Les orages, puisque Poitiers est placé en vigilance orange, elle va commencer à 18h cette vigilance. Alors à quoi faut-il s'attendre? On va avoir une dégradation orageuse qui va se former depuis Agen jusqu'à la frontière belge en passant par Paris, avec très localement de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h, de fortes précipitations entre 30 à 50 mm. Il faudra donc être très prudent toute la soirée. Fin de vigilance autour de 3h du matin. Merci beaucoup Thomas Herman à Poitiers pour BFM TV avec Hamid Mohamed. Restez avec nous. Dans un instant, on reparle du second tour des législatives. Les Français qui élisent leurs députés. À midi, le taux de participation était de 18,99%. Prochain chiffre à 17h. Édition spéciale à partir de 18h. On en parle dans un instant. À tout de suite.
estimation, facture et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. La vie est une suite de choix. Un choix peut entraîner un changement. Nous voulons tous que ce changement soit positif pour notre futur. Chez SSC France, c'est ce que nous faisons au quotidien en conseillant et accompagnant nos clients dans leurs ambitions technologiques, que ce soit pour leur matériel informatique, leurs logiciels et leurs infrastructures. SSC France, une synergie de talents. Un nouveau logement? Une nouvelle voiture? Un nouveau projet? Avec plusieurs contrats souscrits chez AXA, jusqu'à 5 mois de cotisation remboursée sur votre contrat le plus cher. Rendez-vous en agence ou sur axa.fr. Difficile de s'y retrouver avec tous ces chiffres. Le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect accompagne les chiffres d'une couleur pour vous aider dans la gestion de votre diabète. Vous pouvez tout de suite comprendre si votre glycémie se situe en dessous, dans votre objectif ou au-dessus. Il vous encourage, vous fournit des informations et vous propose des conseils. Il peut même se connecter à votre téléphone. OneTouch Verio Reflect est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LiveScan destiné aux personnes atteintes de diabète. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Salut Vincent, c'est toi qui affines le Beaufort AOP qu'on met dans les sables apéritifs Michel Augustin? Oui, c'est moi. Cette meule, elle pèse combien? 40-45 kilos. Et celle-là, là? 40-45 kilos aussi. Et celle-là? Les sablés apéritifs Michel Augustin, ils sont bons. Pas la peine d'en faire un fromage. Ouais, ils sont bons. Vous souffrez de troubles de la lecture? Découvrez la technologie primée Orcam Read. Il suffit de pointer et d'appuyer sur le bouton. Orcam Read convertit ensuite le texte en audio. La base de ces tourelles sombres se confond. Bénéficiez d'une offre spéciale dès maintenant sur le site orcam.com ou par téléphone au 0800 903 921. Complice. Beau joueur. Ça c'est drôle. Arrête. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Nouveau service Fast Track Renault, une sélection de véhicules neufs encore plus équipés et disponibles sous 30 jours. N'attendez plus. La vie est une suite de choix. Un choix peut entraîner un changement. Nous voulons tous que ce changement soit positif pour notre futur. Chez SSC France, c'est ce que nous faisons au quotidien en conseillant et accompagnant nos clients dans leurs ambitions technologiques, que ce soit pour leur matériel informatique, leurs logiciels et leurs infrastructures. SSC France, une synergie de talents. – 15h46, merci d'être avec nous sur BFM TV. Le second tour des législatives à vivre sur notre antenne. La participation à midi était de 18,99%. C'est un peu plus qu'au premier tour. Prochain chiffre à 17h et point complet sur le terrain et en plateau avec nos invités. Édition spéciale qui débute à 18h. Les suites de la canicule historique qui a touché notre pays hier, 52 départements restent en vigilance orange, dont 33 pour risque d'orage. La canicule, elle, s'est déplacée vers l'est. Le point complet dans un instant. Second tour des législatives. Et on vous rappelle donc ce chiffre, celui de la participation à midi, 18,99%. Un peu plus élevé qu'au premier tour où il était de 18,43%. Les Français se sont donc un peu déplacés pour le moment. Alexis Puyette, vous êtes à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Les électeurs ont-ils fait le déplacement aujourd'hui ? Alors pas vraiment, puisque la participation à midi, elle était de 17,43%, donc c'est en dessous de la moyenne nationale, même si c'est un peu plus qu'au premier tour ici à Marseille. Mais vous le voyez ici, il fait très beau, très chaud. Et vous voyez sur ces images de Laura Cadot, les Marseillais, ils ont préféré plutôt aller à la plage. Vous voyez, il y a du paddle, du canoë, il y en a même qui font du tir à la corde. Donc voilà, il y a une ambiance vraiment de vacances aujourd'hui à Marseille. Alors on a rencontré quand même beaucoup de Marseillais qui nous disaient que les élections les intéressaient, mais qu'aujourd'hui ils ont préféré pique-niquer en famille ou se reposer. Je propose d'ailleurs d'écouter ces quelques témoignages qu'on a recueillis tout à l'heure avec Laura Cadot. C'est sûr qu'avec le beau temps, c'est dur de penser à ça, mais bon, c'est quand même important, quoi. Vous allez y aller? Ouais, moi j'y vais, sûr. Pourquoi c'est important là? C'est l'avenir quand même. Moi je vote à Grenoble, c'est ma maman qui vote pour moi. Mais moi j'habite sur Aubagne, donc quand ça finit, j'irai voter.
C'est important de voter. Oui, non, c'est très important. Parce que je suis à la plage, c'est mon seul jour de repos et qu'aujourd'hui c'était la seule opportunité de me reposer. Donc malheureusement, je ne suis pas allé voter. Alors on notera que dans le reste des Bouches-du-Rhône, on a davantage voté, puisque le taux de participation Bouches-du-Rhône à midi était de 21,98%, donc quasiment 22% à midi. C'est plus qu'au premier tour et c'est plus que la moyenne nationale. Merci beaucoup Alexis Puyette à Marseille pour BFM TV avec Laura Cadeau, ce second tour des législatives, donc sous le soleil à Marseille. L'occasion de revenir sur cette canicule qui a touché notre pays hier avec des records historiques qui ont été battus dans des dizaines de villes. Et désormais, vous le voyez, eh bien, cette vigilance orange, 52 départements qui sont en vigilance orange et notamment l'Est qui est désormais concerné. Nous sommes en direct avec Pierre-Louis Haas. Merci d'être avec nous dans le non-stop sur BFM TV. Vous êtes membre de Météo Suivi Alsace. On le disait, donc la canicule qui a surtout concerné l'ouest de la France hier. C'est l'Est qui est désormais concerné. Un coup de chaud qui arrive sur l'Alsace ? Bonjour, effectivement, actuellement on relève des températures très élevées en Alsace. Donc on a 37 degrés à Strasbourg, 35 degrés à Colmar et 35 degrés à Mulhouse. Donc c'est des températures élevées. C'est à 2 degrés par exemple du record absolu de chaleur. Donc ces températures vont plafonner à ces niveaux. Et ensuite, ce soir et cette nuit, les températures resteront très élevées, autour de 20 degrés. Et demain et mardi, nous aurons encore des températures relativement élevées, autour de 30-32 degrés. Voilà. Vous disiez que certaines températures étaient à 2 degrés des records. Est-ce que vous pensez que ces records vont être battus, comme ça a été le cas hier dans l'ouest de la France ? Alors... étant donné les températures actuelles, je ne pense pas, parce que les températures actuellement plafonnent depuis 1 heure. Donc, mais on va rester à 2 degrés du record, ce qui est déjà pas mal du tout, parce qu'on est, on note qu'on n'est que dans la deuxième décade de juin, qui n'est pas la période la plus propice pour les très très fortes chaleurs. Il y a une double vigilance pour les 2 départements de l'Alsace, vigilance orange canicule et jaune aux orages. Des orages prévus pour quand ? Alors en Alsace, on est vraiment à l'ouest de la zone la plus ciblée par les orages. Donc c'est surtout du Lot-et-Garonne et de la Tarn-et-Garonne jusqu'aux Ardennes et à la Moselle que les orages seront les plus violents. En Alsace, on pourrait avoir quelques orages très locaux ce soir et cette nuit, mais a priori, on devrait quand même rester à l'écart des orages les plus violents. Quand avez-vous prévu un retour à une situation plus normale pour la saison ? Alors, comme dit, lundi et mardi seront encore des journées très chaudes. Ensuite, milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, seront des journées relativement chaudes, mais avec des orages, donc un temps, on va dire, un peu plus de saison. Est-ce qu'il y a déjà des conséquences de cette canicule qui s'est donc installée chez vous dans l'Est ? Alors, on peut voir effectivement que l'herbe est jaunie déjà, donc en juin, c'est vraiment préoccupant. En ce qui concerne les cultures, pour le moment, ça va encore, parce qu'en Alsace, on a quand même des grandes nappes phréatiques, donc on peut arroser. Mais si la situation perdure, ça pourra devenir assez préoccupant, effectivement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Pierre-Louis Haas. Je rappelle que vous êtes membre de Météo Suivi Alsace. Et justement, on va faire un point sur le temps aujourd'hui. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. On y va pour la visite ? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Un air un petit peu plus respirable sur les régions de l'Ouest, même si ces valeurs restent encore très élevées. Aujourd'hui, la baisse s'est quand même mise en place par l'Ouest. En revanche, on conserve quand même 52 départements en vigilance orange. Alors, on a 2 paramètres à surveiller. La canicule qui se poursuit sur les départements les plus à l'Est. Et puis, on a cette ligne orageuse qui va s'installer du sud-ouest en montant sur le massif central, sur l'Île-de-France, une partie de la Bourgogne, jusque sur la Champagne-Ardenne. Attention, des orages parfois forts attendus donc dans le courant de la nuit prochaine. En ce qui concerne les températures, donc c'est un léger mieux quand même sur les régions de l'Ouest, même si on conserve des températures bien supérieures au normal de saison. En revanche, vous le voyez, dans l'Est, ça reste très élevé. Voilà la baisse des températures observée en l'espace de 24 heures, mais toujours ce dimanche, cette chaleur très forte sur les régions de l'Est et puis ces violentes rafales de vent qui vont s'installer donc de la soirée
soirée jusqu'à votre matinée de demain. Il restera encore quelques impacts orageux demain matin. On retrouvera une France assez encombrée. Ce sera beaucoup plus ensoleillé du sud-ouest et surtout sur un très large quart sud-est où on aura encore ces températures très élevées. Dans l'après-midi, soleil et vent sur la moitié sud, quelques averses orageuses sur les Pyrénées, puis ces bourgeonnements nuageux plus au nord. Sur l'extrême nord, ce sera plus ensoleillé. On va découvrir les températures rapidement pour votre matinée de demain avec encore ces valeurs élevées. Dans l'Est, 23 par exemple à Marseille, 21 à Strasbourg, 16 à Paris, 18 à Biarritz. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures commenceront à baisser, mais il fera encore 35 degrés du côté de Lyon. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. On y va pour la visite? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. C'est le moment de répondre à la seule vraie question de la journée. Où partir en vacances cet été? Voici l'innovation Forte Nuit 8 heures. Un fort dosage en mélatonine et 3 plantes pour bien dormir pendant 8 heures. Enfin, je fais mes nuits avec Forte Nuit 8 heures de Forte Pharma. Et découvrez la nouveauté Forte Nuit Gummies. Sympa quand même ici. Les sablés au Beaufort, Michel et Augustin, ils sont bons, pas la peine d'en faire un fromage. Ouais, ils sont bons, hein. Puis on sent bien le Beaufort. Dans la vie, on aimerait tous avoir un petit coup de pouce pour faire le bon choix. C'est pour ça que la centrale crée l'indicateur Bonne Affaire. Une jauge vous permettant de voir instantanément les bonnes affaires du moment. La centrale. L'occasion, c'est un métier. Vous souffrez de troubles de la lecture? Découvrez la technologie primée Orcam Read. Il suffit de pointer et d'appuyer sur le bouton. Orcam Read convertit ensuite le texte en audio. La base de ces tourelles sombres se confie. Bénéficiez d'une offre spéciale dès maintenant sur le site orcam.com ou par téléphone au 0800 903 921. Qui peut concurrencer la MAF? Jolie voiture. Pour votre assurance auto, je vais compter jusqu'à 3 et vous viendrez chez nous. Ah bah non, nous on est à la MAF et on est très contents. En plus, en regroupant nos contrats à la MAF, on va faire des économies. Ah, désolé, nous on reste à la MAF et on met tout à la MAF. Vous avez échoué. Regroupez vos contrats pour plus d'économies. Informations au 3015 et dans les agences MAF. Castorama présente... Ah, le retour des beaux jours. Et des barbecues. Profitez-en tous ensemble avec le barbecue Kiowa grand format avec thermomètre intégré à seulement 129 €. 7 Français sur 10 se privent régulièrement de fruits et légumes car ils sont trop chers. Et ce n'est pas normal. Leclerc défend l'accès aux fruits et légumes variés à moins de 10 € pour la semaine. Leclerc. Chez Manutan, c'est simple. Nous, on est pour le bien travailler et pour l'épanouissement et la performance de tous, partout. En télétravail ou au bureau, en atelier ou en entrepôt, en réunion ou même en pause. Retrouvez tous vos équipements professionnels sur manutan.fr. Manutan, tout y est, le cœur aussi. La vie est une suite de choix. Un choix peut entraîner un changement. Nous voulons tous que ce changement soit positif pour notre futur. Chez SSC France, c'est ce que nous faisons au quotidien en conseillant et accompagnant nos clients dans leurs ambitions technologiques, que ce soit pour leur matériel informatique, leurs logiciels et leurs infrastructures. SSC France, une synergie de talents.
l'indépendance énergétique de la France, nous accélérons le développement des gaz renouvelables et de l'hydrogène. GRT Gaz, nous transportons le gaz et connectons les énergies d'avenir. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. Le second tour des législatives à vivre. Sur notre antenne, la participation à midi était de 18,99%. C'est un peu plus qu'au premier tour, un demi-point de plus. Prochain chiffre à 17h, le point complet sur le terrain et en plateau avec nos invités. L'édition spéciale débute à 18h. Candidates ou non, les personnalités politiques ont voté ce matin et à la mi-journée. Elisabeth Borne, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Emmanuel Macron. Nos équipes d'envoyés spéciaux les ont suivis sur le terrain. Les suites de la canicule historique qui a touché notre pays hier, 52 départements restent en vigilance orange, dont 33 pour risque d'orage. La canicule, elle, s'est déplacée vers l'est. Point complet dans un instant avec Sandra Larue. Et puis 600 hectares dans le Var, 420 dans l'Aveyron. Les feux de forêt sont l'une des conséquences de cette vague caniculaire. Des incendies pour moitié liés à l'imprudence humaine. « 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes pour ce second tour des législatives. Il reste 572 députés à élire. Mélanie Vecchio, vous êtes place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Le premier chiffre de cette journée, c'était celui de la participation à midi. Il est en légère hausse par rapport à dimanche dernier, Mélanie. Oui, près de 19%, 18,99 très exactement. Alors, les Français se sont légèrement plus déplacés que la semaine dernière puisque ce taux était à la même heure, donc à midi, de 18,43%, supérieur également au taux le plus bas jamais enregistré, c'était en 2017, il était de 17,75%. C'est un petit peu plus donc que la semaine dernière et c'est en revanche un chiffre qui demeure inférieur aux autres élections législatives antérieures à 2017, que ce soit 2002, 2007 ou 2012. Ce taux dépassait alors les 20%. Également sur les départements où l'on a le plus voté et où on a le moins voté à midi. Oui, alors comme d'habitude, on enregistre de fortes disparités locales. Où on a le plus voté, c'est dans les départements du Lot. Le Lot qui arrive en tête avec 29%, la Corrèze, la Dordogne, les Hautes-Alpes ou encore les Landes avec 26,3%. À l'inverse, là où les Français se sont le moins mobilisés, c'est une tradition, c'est la région parisienne et c'est en Seine-Saint-Denis que les Français ont le moins voté avec un taux de participation qui est inférieur à 10%, qui est de 8,88% très exactement. Suivent ensuite le Val d'Oise, Paris, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine avec 12%. Mais il reste un peu plus de 2 heures, donc jusqu'à 18 heures dans la plupart des villes et jusqu'à 20 heures dans les grandes villes pour que les Français puissent se rendre aux urnes et votent. Merci beaucoup Mélanie Vecchio au ministère de l'Intérieur pour BFM TV avec Jean-Baptiste Margotta. Avec nous en plateau, Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV, Christophe Barbier, éditorialiste politique BFM TV. On rappelle que le prochain chiffre de la participation, ce sera à 17h. Celui de midi, c'est donc 18,99%. On vote en général un peu moins au second tour qu'au premier. D'où une certaine surprise, Thomas. Oui, une surprise, c'est vrai. On ne s'attendait pas à un score plus haut que la semaine dernière et plus haut qu'il y a 5 ans. Je vois 2 raisons à cela. D'abord, la première, c'est que le scrutin lors d'un second tour, pour une élection que l'on sait aussi complexe, c'est un peu plus simple cette fois-ci. Vous voyez, quand la semaine dernière, c'était 11 candidats par circonscription, parfois avec des formations politiques que l'on ne connaît pas. Et donc là, les Français se sont dit, tiens, sur mon territoire, il y a désormais 2 candidats, voire 3, mais franchement c'est peu parce qu'il y a seulement 7 triangulaires aujourd'hui. Donc je peux facilement me faire une idée sur est-ce que je veux lui ou est-ce que je veux elle, ou surtout pas lui, surtout pas elle. Donc il y a un gain de lisibilité. Ensuite, deuxième raison, c'est que avant le premier tour, il n'y a pas eu de campagne des législatives. Les Français ont été peu interpellés par les politiques. Il y a eu très peu de débats aussi dans les médias. Cette fois-ci, dans l'entre-deux tours, il y a eu des enjeux et aussi une forme de dramaturgie, et ce de tous les côtés, et par conséquent peut-être que les Français ont pris conscience qu'il y avait un scrutin et un scrutin important aujourd'hui. Michaël Darmon nous a rejoint également sur ce plateau. Bonjour, éditorialiste politique I24 News. Ce taux à midi de la participation de 18,99%, on a dit une légère surprise, un petit frémissement par rapport au premier tour. Et il reste tout de même assez faible. Alors on attend évidemment le chiffre de 17h, mais est-ce que déjà ça peut donner une tendance pour 20h ?
En fait, c'est surtout celui de 17h, hein, manifestement, qui tous les spécialistes donnent vraiment la tendance et la réalité de cette participation puis abstention. Et c'est vrai, pour prolonger ce que disait Thomas, c'est que on a vécu dans cet entre-deux tours la véritable campagne en réalité. Puisque depuis dimanche soir, les enjeux sont posés, la question, effectivement, majorité ou relative ou absolue est clairement donc identifiée. On a bien compris qu'on était dans une logique de bloc contre bloc. On a vu cet affrontement quasi personnel entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron durant donc toute cette campagne d'entre-deux tours. Donc, dans quelle mesure cela peut effectivement déterminer d'autant plus que les duels, justement, l'AREM, NUPS sont beaucoup plus nombreux que prévu, en tout cas qu'ils étaient imaginés avant ce premier tour. Donc, dans quelle mesure ça a pu également déterminer un comportement électoral. Sur la capitale, par exemple, aussi, on a vu que comme il y a beaucoup d'élections qui sont faites, est-ce que cela amène les électeurs à dire c'est réglé, c'est fini, ou est-ce qu'on va quand même donner du vote stratégique ou plus de conviction. De ce point de vue-là, on comprend que tout ça va former effectivement cette participation. Il n'en reste pas moins que ces élections législatives, et on verra dans quelle mesure ça incite ou pas les électeurs, aujourd'hui, vont produire une Assemblée nationale totalement nouvelle. Configuration nouvelle, sociologie donc nouvelle des élus, une approche un comportement de cette assemblée qui sera très différent du précédent quinquennat. L'opposition sera forte normalement selon les projections. On verra bien, mais en tout cas on voit bien qu'elle va exister. Les trois blocs donc qui aujourd'hui organisent la vie politique française vont être quasiment maintenant institutionnels. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron qui disait qu'il faudra se réinventer. Effectivement, il ne savait peut-être pas à quel point il serait dans cette obligation de le faire. On verra comment, effectivement, ça sera déterminé ce soir. Christophe, suivant le nombre de députés qu'un parti a réussi à avoir, ça va avoir des conséquences pour peser dans l'Assemblée. Ah, bien entendu, la majorité absolue est à 289. Si vous êtes en dessous, vous êtes obligé de composer texte par texte pour compléter votre majorité par des votes venus soit de votre droite, soit de votre gauche. C'est ce qui est arrivé en 1988, quand après une réélection brillante de François Mitterrand, la gauche n'avait eu que la majorité relative. Pendant 3 ans, le gouvernement de Michel Rocard s'est évertué à coup de 49-3 ou de négociations avec des députés d'outre-mer, avec certains députés communistes, à faire voter texte par texte certaines propositions. Puis parfois ça bloquait. Alors on engageait la responsabilité du gouvernement, et là les oppositions qui sont souvent très opposées, il y a des oppositions d'extrême droite et d'autres d'extrême gauche, n'arrivent pas à s'additionner pour faire tomber le gouvernement. Vous passez en force, mais c'est quand même pas très confortable. Mais peut-être n'est-on pas en 1988, peut-être est-on en 1997. Là c'est carrément la cohabitation, donc on change de gouvernement, et c'est le scénario évidemment qu'appelle de ses vœux Jean-Luc Mélenchon. Mais peut-être est-on en 1967. Et à ce moment-là, la majorité gaulliste a sauvé sa majorité absolue de 3 sièges. Il fallait 244 sièges pour avoir la majorité absolue à l'époque. Il en a eu 247. Puis il y en a un dernier qui était resté vacant jusqu'au mois d'avril, dans les Afar et les Issa. Et celui-là est venu compléter une très maigre majorité de droite qui n'a tenu qu'un an. Après, il y a eu mai 68, et là, il y a eu en revanche un raz-de-marée gaulliste, un raz-de-marée de droite aux élections qui ont suivi. Alors, on va voir à 20h quel scénario historique on suit en 2022. On va voir déjà comment ça se passe dans les bureaux de vote, puisqu'on n'a pas terminé de voter encore. Direction Paris, le 15e arrondissement de la capitale, avec vous, Maëva Lamy. Comment ça se passe dans votre bureau de vote? Est-ce que les électeurs sont présents en nombre aujourd'hui? Alors en nombre, peut-être pas tout à fait. C'est encore finalement assez calme. Il y a des électeurs, vous pouvez le voir sur ces images de Théo De Santi, mais il n'y a pas de queue, pas de file d'attente, pas de foule. Donc des électeurs, mais finalement assez clairsemés. Il y a en tout 3 bureaux de vote dans cette salle, 2 qui sont derrière moi et puis celui-ci qui est juste à côté de moi. Et par exemple, dans celui-ci, à 15h, il y avait environ 420 électeurs qui étaient venus pour voter sur 1416 inscrits. Ça fait environ 30% seulement de participation. Nous avons pu interroger certains justement de ces électeurs qui se sont motivés et pour eux, il était essentiel d'aller voter. Je vous propose de les écouter. C'est un enjeu qui nous concerne tous, donc ce qui fait que juste après avoir tenu un bureau de vote dans une autre commune, je suis venu quand même voter. La politique, ça intéresse moins, mais bon, il faut se rendre compte que même si ça intéresse moins, c'est toujours important d'aller voter. Enfin là, on vote quasiment directement, alors que c'est avec les présidentielles, il y avait une petite file d'attente quand même.
Une participation assez faible dans cette mairie du 15e arrondissement qui est finalement à l'image de la participation dans l'ensemble de l'arrondissement puisque à 11h, ce sont les derniers chiffres que nous avons, il y avait 11,47% de participation dans le 15e arrondissement. C'est moins qu'en 2017 où la participation était de 12,86%. Alors pourtant que c'est un arrondissement qui est réputé pour mobiliser vraiment les électeurs par rapport au reste de la capitale. Forcément, on attend toujours une mobilisation. Évidemment, rien n'est joué. D'ailleurs, les bureaux de vote ferment à 20h. Merci beaucoup Maëva Lamy dans le 15e arrondissement de Paris, donc avec Théo De Santi, Thomas Soulier. On va rappeler quel est le rôle d'un député. Alors, il a 4 missions principales. Un député, d'abord, c'est évidemment de voter la loi. C'est la fonction principale. Ensuite, eh bien, de contrôler l'action du gouvernement, que ce soit dans l'hémicycle ou alors en commission. Puis, on le sait un petit peu moins, mais un député doit aussi évaluer la politique public. Ça veut dire quoi? C'est de voir si telle ou telle loi est vraiment efficace sur le terrain. Et là, ce point-là, c'est peut-être le point amélioré à l'Assemblée aujourd'hui. Beaucoup même de députés consentent que cette fonction-là, aujourd'hui, n'est pas assez mise en avant et pas assez exécutée. Et puis, évidemment, représenter les habitants de la circonscription. Donc, on sait qu'un député, selon où il habite, en général, passe 3-4 jours à Paris, notamment le mardi pour la fameuse séance de questions au gouvernement. Et puis, en général, entre le vendredi et le lundi, rentre dans sa circonscription. 50-50 quoi. Ouais, exactement, pour eh bien, aller sur les marchés, aussi faire des permanences pour pouvoir les administrer, parfois les aider sur des histoires de logement, de travail, etc. Après, ça dépend où on habite, parce que quand on est en Outre-mer, en général, on revient moins à Paris. Et puis le député qui habite à Biarritz et celui qui habite dans le Val d'Oise, c'est beaucoup plus compliqué d'être un député de Biarritz pour gérer cette double vie un petit peu schizophrène. Christophe Barbier, il y a aussi cette question de la mobilisation des électeurs. On en parle beaucoup aujourd'hui. On attend les chiffres, évidemment, en fin de journée de la participation et donc de l'abstention. Est-ce qu'il serait possible de faire voter les Français le même jour, à la fois pour les législatives et la présidentielle? Est-ce que constitutionnellement c'est possible? Et est-ce que ça permettrait de faire venir plus d'électeurs? Je crois que rien ne l'empêche constitutionnellement. C'est un choix à l'époque, en 2002, de Lionel Jospin et de Jacques Chirac, de s'être entendu sur ce calendrier inversé. À l'époque, les législatives devaient avoir lieu avant la présidentielle de 2002. Lionel Jospin avait dit c'est injuste, moi, Premier ministre, je vais devoir sauter 2 haies, alors que lui n'en aura qu'une. Et donc, il avait négocié ce report. Rien n'empêche de bouger ce calendrier. Par exemple, si un président dissout au milieu de son quinquennat, eh bien, avec le jeu des 5 ans, les législatives ne seront plus juste après la présidentielle. Un calendrier électoral, ça peut se voter, ça peut se débattre et se discuter à l'Assemblée. Ça dépend de la loi. C'est pas inscrit dans la Constitution. Alors le faire coïncider le même jour avec une élection présidentielle, ça serait très sain. Parce que les Français verraient la cohérence de leur vote. Et ça serait sans doute très mobilisateur. Bien entendu, ça empêche les jeux politiques, d'alliances, parce que ceux qui n'auront pas de candidat à la présidentielle ou pas de candidat favori vont dire « Oui, mais moi, combien j'aurai de députés? Combien tu m'en garantis ?» Ça va compliquer ce jeu des partis. Quitte à aller dans cette direction-là, autant refondre les institutions, parler de 6e République, et à ce moment-là, mettre dans la Constitution que les Français choisissent d'un bloc le même jour, le législatif et l'exécutif. Après, faire coïncider les calendriers, c'est compliqué, ça pose un problème politique et d'organisation. D'abord politique, parce que si vous avez 2 élections le même jour, ça veut dire 2 campagnes en même temps. On sait très bien que les Français seront focalisés seulement sur la présidentielle et pas sur les législatives. Ce serait compliqué pour aussi les candidats à la députation de faire campagne, de se faire entendre sur le terrain. Et puis, un problème d'organisation, c'est assez bête, mais ça a pourtant son poids. Au niveau d'affiches électorales, ça veut dire que vous n'aurez pas devant le bureau, 11 affiches, mais 2 fois 11 affiches avec les candidats à la présidentielle et les candidats législatifs. Et même dans le bureau de vote, au niveau des bulletins, il y aurait une table avec les 11 bulletins, puis l'autre table 11 bulletins. Bon, on s'y perd. Et les personnes qui organisent cela, et on les remercie, qui sont souvent bénévoles, c'est très très compliqué d'organiser ce genre de calendrier coïncidé. Une image à vous montrer à présent, celle du président Emmanuel Macron au Touquet. Regardez, c'était il y a quelques minutes, il est sorti de la Villa Monéjean, la résidence secondaire du couple présidentiel, et le président qui est en train donc de déambuler dans les rues du Touquet, où il a voté à la mi-journée, comme à son habitude. Emmanuel Macron donc, qui sera ensuite ce soir à Paris, à l'Élysée, pour suivre les résultats de ce second tour des législatives. On rappelle également qu'Elisabeth Borne a rejoint Matignon et elle rejoindra à 19h, Thomas, le président, pour suivre ces résultats. Nous avons suivi sur BFM TV effectivement le vote des personnalités politiques de tous horizons. Retour sur les votes notamment de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen
Elisabeth Borne. Reportage de Milan Argelas, Marine Kidjek avec Laura Cadeau. C'est un Jean-Luc Mélenchon souriant qui a glissé son bulletin dans l'urne à Marseille peu après 11h. Allez, votez. 1, 2, 3. À voter, citoyen. Le chef de file des Insoumis vote ici, dans cette 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, où il avait lui-même gagné il y a 5 ans. Le député sortant a choisi de ne pas se représenter et de laisser la place à Manuel Bompard, ici à ses côtés. On va avoir une photo ensemble. Le candidat de la NUPES affronte au second tour Nadja Takodad, soutenu par la majorité présidentielle. Même décontraction affichée pour Marine Le Pen, arrivée sous les applaudissements à l'entrée de son bureau de vote de Hénin-Beaumont. La finaliste de l'élection présidentielle est candidate à sa réélection dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle a d'ailleurs échoué de peu à se faire élire dès le premier tour. Face à elle, l'écologiste Marine Tondelier, soutenue par la NUPES. La première ministre Elisabeth Borne, qui a voté à Vire peu après-midi, est elle aussi arrivée en tête au premier tour. Dans la 6e circonscription du Calvados, elle affronte le candidat France Insoumise soutenu par la NUPES, Noé Gauchard. Les personnalités politiques, comme l'ensemble des Français, ont jusqu'à 18h pour se rendre aux urnes. La limite est repoussée à 20h dans certaines grandes villes. Et un premier résultat officiel que l'on peut vous donner, c'est celui de la Guadeloupe. La secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, qui a été battue par son opposant d'hiver gauche. 41,35% des voix, vous le voyez, contre 58,65% pour Christian Baptiste. Le second tour des législatives édition spéciale. Elle débute à partir de 18h sur BFM TV, présentée par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Vous retrouverez ensuite Jean-Baptiste Boursier à partir de 22h. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la météo avec les suites de cette vague historique de canicule hier où de nombreux records de température ont été battus dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce qu'il fait un peu moins chaud aujourd'hui? Antoine Forestier est sur la plage d'Ardus à côté de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, donc pour BFM TV. Un peu moins chaud, tout est relatif à encore 37 degrés ici cet après-midi. On n'est plus concerné par cette vigilance rouge canicule, mais il faut encore trouver un peu de fraîcheur. Il y a 2 écoles, soit vous vous baignez ici dans l'Aveyron, et vous voyez qu'il y a encore pas mal de monde. Et puis il y a juste derrière tous les gens qui profitent de l'ombre avec ce petit restaurant, ceux qui pique-niquent ici, et c'est plutôt agréable. On en parle ici avec Bruno et Marisa et leurs 3 enfants qui sont venus prendre un petit peu de fraîcheur parce qu'il fait encore quand même assez chaud ici cet après-midi. Il fait encore très chaud là, mais ça fait du bien, la baignade, la petite glace, ça fait du bien. Comment vous avez vécu déjà les 2 dernières journée ici dans le département? C'était très compliqué, ouais. Et puis les enfants, ils n'ont pas eu école du tout parce qu'il faisait tellement chaud que c'était pas possible. C'était enfermé dans la maison et puis rester au frais au maximum. Et alors là, cet après-midi, c'est quoi le programme pour vous et vos enfants? Voilà, c'était journée baignade, pique-nique au bord de l'eau, baignade jusqu'à ce soir et jusqu'à la reprise de l'école demain. C'est le spot idéal dans le coin? Oui, c'est la première fois qu'on est venu et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a déjà fait, il est génial. Merci beaucoup. On vous laisse profiter au soleil. Les températures qui vont continuer de grimper, encore 2 degrés a priori d'ici 17-18 heures. Et puis peut-être l'arrivée des orages. Une vigilance orange va être déclenchée dans le département a priori à partir de 18 heures. Le point justement sur cette vigilance rouge levée sur tout le pays, mais 52 départements restent tout de même en vigilance orange aux orages et à la canicule qui se déplace désormais vers l'est. Les précisions de Sandra Larue. Il faisait déjà chaud quand même hier dans l'Est. Alors c'est vrai que les très fortes chaleurs étaient vraiment concentrées sur l'Ouest. Avec cette vigilance rouge qui a été en effet levée, reste ces 52 départements. Donc en effet, sur toutes les régions de l'Est que vous voyez, là, ce sont des températures encore très élevées, attendues au moins la nuit prochaine, toute la journée de demain également. On va voir dans le détail les températures. Et puis on a ce paramètre aussi, orage. Donc on va voir que la chute a été quand même importante, même s'il fait encore très chaud localement. Mais on était déjà tellement à des niveaux très élevés que même si on perd 10 degrés, il fait encore très chaud, anormalement chaud même. Donc voilà, la chute des température à l'ouest et la chaleur qui se maintient très forte sur les régions de l'Est. Encore 35 à 38 degrés localement. Ce sera le cas du côté de Lyon, Strasbourg, 39 degrés. Et puis, vous le voyez encore sur le sud-ouest, 33 à 36 degrés pour cette journée de dimanche. Et ensuite, en effet, c'est les orages. Le deuxième paramètre sur cette vigilance, ce sont les orages qui vont s'étendre donc de la Nouvelle-Aquitaine, remonter sur le Massif central, se diriger un petit peu vers la Bourgogne, l'Île-de-France aussi, et ainsi que sur les Ardennes, la Champagne-Ardenne. Donc là, on attend, évidemment, on a beaucoup de potentiel d'énergie sur le pays pour que ces orages qui vont éclater donc dans le courant de la soirée, dans le courant de la nuit, jusqu'à demain matin, soient forts, accompagnés donc de fortes chutes de grêle,
d'une forte activité électrique, également de fortes rafales de vent et de bons cumuls de précipitations aussi. Et par ailleurs, hier, un phénomène de vent violent et très soudain a balayé pendant une demi-heure les côtes du Calvados en début de soirée. Mathias Arès, vous êtes à Villers-sur-Mer dans le Calvados pour BFM TV où un kitesurfer a perdu la vie hier. Absolument, c'est la violence et la soudaineté du phénomène qui revient lorsqu'on échange ce matin avec des habitants de Villers-sur-Mer qui se promènent sur cette plage, des habitants de Villers-sur-Mer mais également des villes voisines puisque c'est bien toute la côte fleurie de Ouistreham jusqu'à Honfleur qui a été impactée par ce phénomène météorologique. Il faut s'imaginer qu'hier cette plage, elle était bondée des touristes mais également des locaux puisqu'il faisait très chaud, des personnes qui venaient donc chercher la fraîcheur. On nous parle d'une plage qui ressemblait à une plage d'un 15 août et donc toutes ces personnes, bien sur les coups de 20h30, elles ont été surprises par ces vents violents. On nous a imagé un petit peu ça en nous disant que des nuages tombaient dans la mer à la manière d'une tornade et donc des vents violents qui ont soulevé du sable, des cailloux, qui ont cassé du mobilier urbain, qui ont également déplacé des terrasses. Un phénomène météorologique qui a duré tout au plus 20 à 25 minutes mais qui malheureusement a suffi à ce qu'un drame se produise avec ce jeune Parisien de 31 ans qui pratiquait le kitesurfing et qui a été projeté avec violence contre le restaurant qui se trouve derrière moi. Et bien ce jeune Parisien, il est décédé sur le coup. Il y a des témoins qui ont assisté à cette scène. Ils ont parlé ce matin avec nos collègues Guillaume Barqui et Julien Rapallo. Je vous propose d'écouter leur témoignage. Et l'aile qui est partie et on s'est dit j'espère vraiment qu'il a largué. Et après j'ai pas vraiment de souvenirs. Après on a vu l'aile passer, on a dit ouf il a peut-être largué mais visiblement non. Soit les lignes se sont coupées après sur le restaurant, ou soit parce qu'après l'aile était beaucoup plus loin. Et donc voilà, après on a juste vu des pieds, on a plus ou moins compris et les pompiers sont arrivés. Je crois qu'ils recherchaient aussi quelques kiteurs dans l'eau. Les autorités locales parlent de 3 blessés légers. La préfecture du Calvados-Sahel ouvert une cellule psychologique pour les personnes qui souhaiteraient se confier pendant que le propriétaire du restaurant a lui annoncé qu'il ne recevrait pas de public jusqu'à ce soir. Merci Mathias Arès, en direct de Villers-sur-Mer avec Nicolas de Roussy pour BFM TV. Ce sont des rafales brutales qui se sont donc formées, on ne les a pas vues arriver. Que s'est-il passé exactement? Les explications de Sandra Larue. D'un point de vue météo, il y a encore beaucoup d'interrogations. Météo France est en train de rechercher ce qui s'est passé. En tout cas, le constat, c'est ça, c'est qu'il y a eu un brutal basculement des vents. En fait, on a eu ce contraste thermique aussi, parce qu'on avait de l'air frais sur les îles britanniques, on avait de l'air très chaud présent sur le pays. Donc, on a ce contraste de ces deux masses d'air qui ont pu causer ce basculement des vents très fort. Et on le voit, Météo France me parlait de ces rouleaux de nuages qu'on voit dans le ciel, donc qui pourrait être une des explications, mais c'est vrai qu'on parle de rafales de l'ordre de 60, 80, voire là, ça semble même être un petit peu plus fort, 100 km par heure. Donc c'était très brutal. Dans l'espace d'une demi-heure, on a eu ce phénomène qui s'est étendu de Villers-sur-Mer jusqu'au Havre. Voilà, ce coup de vent. Donc on en saura peut-être un petit peu plus aussi dans le courant de l'après-midi par Météo France. J'aurai peut-être des informations, mais il me parlait de ces nuages et de ce mouvement rotatif, donc qui fait penser aussi à ce qui se passe dans les phénomènes de tornades. Restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Nous allons bien sûr reparler de ce second tour des élections législatives. Le chiffre de la participation à midi, on le rappelle, était de 18,99%. C'est un tout petit peu plus que pour le premier tour. Le prochain chiffre à 17h, on en parle dans un instant. À tout de suite.